420 millions d'hectares de terres arables, de terres fertiles dans notre pays. À la différence, par exemple, des pays du Sahel, où il n'y a que le désert. Il n'y a pas d'eau. Mais nous avons de l'eau. 53% de l'eau douce en Afrique. Et donc, nous avons 80 millions. Mais, croyez-moi, monsieur le directeur, on n'a pas encore utilisé plus de 10% de nos ressources agricoles. Et donc, nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir moderniser notre agriculture. Mais pour moderniser notre agriculture, nous avons 8 composantes. 8 composantes qu'il faut actionner en termes de politique agricole. Lesquelles? La première composante, c'est le foncier, la politique foncière. Mon directeur, lorsque vous prenez la route de Bandundu, avant que vous arriviez à Kikwiti, vous allez voir des espaces vierges, des grands espaces vierges. Directeur, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de propriétaire? Est-ce que ça appartient à l'État? Parce qu'effectivement, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Je vous dis non. Il n'y a pas d'espace vacant. Il n'y a que des espaces qui ont été pris par des hommes et des femmes, politiques bien entendu, mais qui véritablement en font la spéculation. Ils connaissent les procédures, ils connaissent ceux qui travaillent dans les services fonciers, etc. Et ils prennent ces espaces-là. Mais au lieu d'exploiter, rien du tout. Et s'ils exploitaient, on aurait pu avoir véritablement de produits. Les quelques personnes qui ont besoin véritablement de travailler dans ces espaces n'ont pas droit. Vous prenez, vous avez des semences, vous y allez, vous dites que je vais travailler. Personne dit non, 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 il ne faut pas y toucher. Ça appartient à telle ou telle personne. Simplement parce qu'il a signé un contrat. Parfois dans amphithéose, etc. Il en fait la spéculation. Or, il existe dans la réglementation des limites des échéances. Quand on n'exploite pas en ayant tel délai, et donc ça dépend maintenant de la taille, de l'espace, etc., on vous arrache. Il me semble qu'il n'y a pas un service de monitoring. Il n'y a pas un service qui fait le suivi, rien du tout. Mais entre-temps, la même chose, quand vous regardez même dans des concessions minières, dans des concessions agricoles, dans des concessions forestières, les politiques ont assiégé véritablement les espaces. Chacun détient des documents avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a la recherche des investisseurs étrangers pour occuper tel et tel espace. Et le deuxième élément? Deuxième élément, c'est la politique budgétaire. Le budget, c'est la volonté d'un pouvoir exprimé en chiffres par rapport à l'importance qu'il donne dans un secteur. Quelle est la volonté du gouvernement de la République autour du chiffre, du montant qu'il donne dans le secteur agricole? Je vous dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la moyenne en termes du budget affecté, c'est 0,2%. C'est que ce n'est pas encore une préoccupation du gouvernement de la République. Et vous savez, le sommet de Maputo, au Mozambique, avait retenu en termes de résolution que chaque pays africain, étant donné que nous sommes dans une situation où nous devons privilégier l'agriculture, il faudrait affecter 10%. L'évaluation qui a été faite lors d'un sommet qui a réuni pratiquement les pays africains pour l'évaluation de l'agenda 2063 a démontré que la moyenne des pays africains qui ont investi et qui ont donné un peu de moyens au niveau du secteur agricole, c'est 1%. C'est gravissime. C'est dangereux. C'est un danger public. Ensuite? Et donc, le troisième, il faut donner des moyens. Il faut donner des moyens. Parce que le travail agricole aujourd'hui est devenu très, très, très compliqué. Le dérèglement climatique aujourd'hui pose la problématique des innovations, pose la problématique de la recherche. La recherche des produits qui correspondraient véritablement à nos espaces. Les produits qui résistent véritablement à des perturbations climatiques. Et tout cela, il faut des moyens affectés, n'est-ce pas, dans le bien de la République. Troisièmement, le crédit. Vous savez, comme j'ai eu à vous le dire, que nous avons vu fonctionner 169 sociétés agricoles. Le Congo était considéré comme le grenier en Afrique centrale. Nous mangeons le riz de Bumba, le riz de l'Odja. Nous avions le foufou en abondance, le manioc qui va se venir de l'Équateur, de Bandundu, etc. Nous avions des poissons dans notre fleuve. Nous avions tout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins 1500 espèces de poissons dans le Chiluango. Et le pays, le bassin qui nous suit, c'est le bassin d'Amazonie, 413 espèces. Donc nous sommes un pays gâté. Mais
où est-ce qu'on nous en sommes aujourd'hui. Le crédit est très important. Et depuis tout ce temps, parce que je vous ai dit qu'à l'époque, nous récoltions 44% des recettes en devises pour des raisons d'exportation agricole en 1960. Et nous avons vécu avec le maréchal, tous les régimes, etc. Ça ne dépassait pas 10%. Aujourd'hui, on est à moins d'1%. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, le président Mobutu avait réfléchi en 1980-81 au niveau du comité central qu'il fallait créer une banque de crédit agricole. Parce que le travail agricole, c'est un travail difficile. Et par rapport à ça, on a mis en place la banque, à côté, par exemple, de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, cette banque a été liquidée. Il y a le service des cadastres qui occupe les bâtiments. Entre-temps, même à l'époque du maréchal, moi-même, j'avais fait une étude. J'ai publié en 1990, lorsque j'ai fait l'évaluation de la performance de cette banque, il n'y avait qu'1% seulement. 1% seulement des paysans, des exploitants agricoles qui habitent au village, qui ont bénéficié véritablement de cet argent. 99%, c'était les membres du comité central, les membres du bureau politique, les ministres, les députés, etc. On a vu même des tracteurs devenir dans les parcelles des députés, en route, sous forme de musées, etc. Excusez-moi, M. Yamba, comme c'est le cas avec les FP actuels, bien on entendu, a trouvé des politiciens qui ont pris l'argent, qui ne veulent plus rembourser cette argent. Les gens, on en a fait profession dans notre pays. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Attendez que le gouvernement... Il faut que je termine à vous donner les composants. Vous terminez rapidement. Et donc, quatrième, en dehors de banque de crédit agricole, il y avait aussi la SOFIDE, la Société financière de développement. Et dans le village, il y avait ce qu'on appelait la coopérative d'épargne et de crédit. Il y avait des coopératives agricoles, des coopératives de production, des coopératives de commercialisation, des coopératives, n'est-ce pas, de consommation. Et ces coopératives avaient la possibilité d'avoir un peu de moyens auprès véritablement des coopératives. Toutes les coopératives sont liquidées. Personne ne peut donner véritablement le crédit. Il n'y a pas d'exploitation agricole. Nous n'avons même plus de PMEA, de petites et moyennes entreprises agricoles. Ça, c'est gravissime. Quatrième chose, le problème qui est lié à la formation. Le travail agricole, comme aujourd'hui on parle du dérèglement climatique, il faut former les gens. Aujourd'hui, ça pose problème, même en Europe. Mais écoutez, qui doit former? Le gouvernement de la République à l'époque du maréchal avait mis en place ce qu'on a appelé le centre de vulgarisation agricole. Ce centre a existé. Ce centre a fait du travail. On identifie les besoins au travers du service national de renforcement des capacités. Et on identifie, on dit, bon, on va former les paysans, telle thématique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est le lambeau. Et donc, les paysans n'est plus formés. Au-delà de la formation non formelle, il y a ce qu'on appelle la formation formelle. Il a existé ce qu'on a appelé des instituts supérieurs d'études agronomiques. Il y a eu la faculté d'études agronomiques. Ça se trouve jusqu'aujourd'hui à Kisangani. On a même dupliqué ça à l'université de Kinshasa, même à l'université de Mumbashi. Il y a même des privés qui ont créé cette université. On fait quoi avec les agronomes? Et vous savez, dans beaucoup de pays, les agronomes qui sont formés, qu'on appelle des A0, des ingénieurs full, sont considérés comme des fermiers modèles. Le gouvernement de la République, comme le président de la République, s'allie là où il est, parce qu'il a mis en place ce qu'on appelle le fonds de garantie. Et c'est l'argent qu'il faut donner à ces gens. On leur donne des espaces, ils créent des entreprises agricoles, qui deviennent véritablement des entreprises agro-industrielles. Et ces gens-là recrutent des hommes, forment des gens, ils produisent, ils refluent le marché, et les produits diminuent même le prix. Et donc, tous ces ingénieurs agronomes deviennent, ces instituts supérieurs, ces facultés-là, deviennent des usines de production de chômeurs de luxe. Vous voyez tous ces agronomes avec les phares de chemise en train de marcher avec les CV. Or, ils auraient pu véritablement avoir des espaces. Regardez, allez à Malaisie, vous arrivez à Kuala Lumpur. Lorsque vous atterrissez, vous voyez des plantations de palmeraies incroyables. Et quand j'ai posé la question, on me dit, monsieur Yamba, écoutez, le palmier est venu de Yangambi. Allez maintenant à Yangambi. Mais c'est une entité en disparition. On a même délocalisé l'université qui se trouve à Kisangani. On cultive où? On fait les expérimentations où? Ça, c'est 4. Cinquièmement, les centres de recherche. Allez dans le Congo central, vous allez trouver en Mvoinzi. J'y étais parce que j'ai fait beaucoup de recherches j'ai fait des recherches-actions. Je suis allé en Mvoinzi.
pour chercher les semences améliorées. J'ai eu difficile. Ils ont quoi? En dehors, par exemple, de l'ISAID, en dehors de la coopération belge, en dehors peut-être de la Banque mondiale, etc. On leur donne ces choses pour être compatibles peut-être à la survivance. Au-delà des centres de recherche? Alors maintenant, vous allez à Boketa, vous allez à Moulungu, vous allez en Voisie, vous allez en Gandajika, vous allez à Mukumari, etc. Ça, ce n'est plus opérationnel. Alors vous allez avoir des semences améliorées comment? Vous allez augmenter la production comment? Moi, je suis allé à Ibadan, au Nigeria. Là, j'ai trouvé des tubercules de manioc. 10 kilos, 30 kilos, 50 kilos. On a fait la recherche. J'ai ramené ça. Nous avons travaillé avec certains Anglais à Bikoro. Et nous avons tenté même de produire des tubercules de 30 kilos. On en a fait quoi? Quelle était la politique gouvernementale par rapport à ça? Comment on pouvait arriver à vulgariser et à dupliquer pour que ça arrive en destination de nos paysans? Je suis allé à Douala pour apprendre comment on peut domestiquer les arbres fruitiers sauvages. Je suis allé même dans le village. Tous les macambous, tous ces fruits-là qui poussent naturellement, on peut les domestiquer pour augmenter la capacité de production, par exemple, de nos paysans. On a tenté, mais le gouvernement de la République, la prise en charge, rien du tout. 5e élément, ce sont des routes et les transports de produits. Moi, je suis tout le temps au village. Hein. Vous faites 50 km, vous ne voyez pas la chikwang pour acheter. Lorsque vous posez la question, je dis, mais nous allons cultiver pourquoi? Qui va acheter? Mais la chikwang coûte 500, donc 10 francs. Moi, j'ai vu ça lors de ces élections. C'est 10 francs. Mais les gens n'ont pas 10 francs pour acheter la chikwang. Alors les gens ne peuvent plus produire. Mais ils vont produire, il n'y a pas de véhicule. Qui va acheter? D'abord, la route elle-même est impraticable. Personne n'engage leur véhicule pour aller véritablement acheter les produits. Et les villageois sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Et donc, la problématique, n'est-ce pas, de transport pose problème. 7e, les routes et dessertes agricoles. Nous avons eu dans notre pays le service des dessertes agricoles, où on a eu des équipes, des cantonnages manuels dans nos villages. Quelqu'un qui a appris comment rablayer, comment faire le talitage, comment canaliser l'eau de ruissellement. Mais ces équipes ont été déjà identifiées. Ils recevaient de l'argent dans ce pays. Chacun a 10 km pour améliorer les routes. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les quelques rares, j'ai vu des sociétés confornaires, etc. Eh bien, écoute, il faut voir la qualité du travail qui est réalisé. Je suis désolé. On est dans un système de complaisance. Enfin. Et puis, bon, le marché, on produit pour quel marché? On produit pour quel marché? Mais écoute, on produit, il n'y a pas de marché rémunérateur. J'ai eu l'expérience des Libyens, à l'époque du colonel Kadhafi. Et ils s'entendaient au village, parce qu'il y a le prix au niveau national et le prix au niveau international. Il peut y avoir que le prix change au niveau international. Qu'est-ce qu'on fait? Lui achète, si c'est au niveau international, c'est 10 $, lui achète 15 $, les produits des paysans. Et il va vendre à 10 fois en perte pour permettre aux paysans de continuer à travailler pour que le marché soit inondé, pour que chacun trouve son compte dans le cadre véritablement de son travail. Peu importe la diminution du prix sur le marché, mais lui va continuer à pouvoir payer à un prix concordant le produit des paysans. Monsieur Dorbe Yamba, Octave Mukendi a